Écoute, Thierry, écoute, c'est à toi. Tu peux commencer à intervenir. Alors, donc, Thierry Brugvin, depuis Briançon, va essayer de nous faire partager un certain nombre de réflexions sur la régulation coopérative des communs. À toi, Thierry. Il faut que tu actives ton son, ton micro. Voilà. Bonjour à tous. Donc, je vous parle, mais pas depuis Briançon, mais depuis Besançon. C'est Besançon, excusez-moi. un peu plus loin encore de chez vous, en fait. Voilà. Alors, j'ouvre, je vais mettre un document, je vais le partager. Ce sera plus facile pour tout le monde. Alors, par contre, ah oui, à nouveau, c'est l'animateur a désactivé le partage d'écran pour les participants. Donc, il faut que vous me donniez la main. Il faut que vous me donniez la main pour que je puisse le partager. Je donne ça. Normalement, ça doit être bon. C'est bon? Oui. Alors, j'essaye. Oui. Alors, ça doit être celui-là, mon écran. Voilà. Ah non, c'est le bon ou c'est pas le bon? Vous voyez quoi, vous? Pour nous, c'est parfait. C'est très bien, Thierry. Vous voyez la régulation coopérative des communs? Ouais. Oui. Ok, donc c'est ce que je voulais vous montrer, donc c'est bien. Moi, j'ai juste maintenant à essayer de faire grossir un peu le document pour qu'il soit optimum et ça va aller. Voilà. Ok, donc le sujet, c'est la régulation coopérative des communs. J'aurais pu l'appeler aussi, à la manière un peu d'Ostrom, la gouvernance des communs, tout simplement. Mais je vous expliquerai un peu pourquoi après je préférais ce terme-là. Voilà. Donc en fait, il y a, comment on peut expliquer ça de façon, faire une introduction qui soit simple et claire. Je vais commencer par les choses concrètes. En fait, le sujet concret qui m'intéresse et comment la mettre en œuvre de façon concrète, cette régulation, c'est à travers attendez, juste j'essaie de changer un peu l'écran parce que je ne vous vois pas bien. Comme on n'est déjà pas très très nombreux, voilà, c'est mieux. Et donc, en fait, je vais partir d'un cas concret pour ce sera plus simple parce que les questions des communs, c'est vite très théorique et très abstrait et très du coup complexe. Hein. Et on va partir d'un cas concret, c'est en fait un exemple justement qui est dans ma région, donc la Franche-Comté, c'est la question de la filière du fromage AOC, AOP Comté, en fait, le fromage que vous avez donc que vous connaissez tous. Et ce qui est intéressant en fait dans ce cas-là, pour ce fromage, c'est justement que en fait, comment dire, ils sont organisés de façon coopérative. Hein. Ils sont parvenus en fait à avoir des prix beaucoup plus élevés que les autres producteurs de comté. Enfin, pas de comté justement, de fromage en France. Hein. Alors certains, bon, on verra après qu'il y a un paradoxe que j'essaierai de résoudre après, mais que j'ai pas encore résolu. C'est que en gros, il y a 3 types de façons de vendre son comté. Soit on le vend tout seul dans un système classique du marché. Et là, évidemment, là, le comté, tel qu'on l'a vu là, il est bien plus. Les prix sont beaucoup moins intéressants pour les vendeurs de fromage, puis en général de tous les biens en règle générale. Soit on s'organise en coopérative, comme c'est le cas du comté, et les prix sont plus élevés. Je vous donnerai les chiffres, mais je n'ai plus en tête exactement. Je crois qu'ils sont autour de, je ne sais plus les chiffres, je les ai notés, mais voilà. En tout cas, c'est au-dessus des prix du marché. Puis il y a une certaine stabilité, etc. Et puis le troisième type, alors là c'est plus mystérieux, mais on en discutera avec ceux qui ont des idées là-dessus. Il y a quand même des coopératives de comté qui s'organisent, enfin pas des coopératives alimentaires, agricoles qui s'organisent. Et par contre, à l'inverse, ils font le jeu du marché à fond. Et bon, alors, en tout cas, pour les producteurs de ces biens, ils se retrouvent avec comment dire, des prix beaucoup plus bas. Voilà. Donc là, j'ai les différents noms, mais j'irai les chercher après tout à l'heure. Voilà. Donc ça, c'est pour la problématique, disons, concrète. Et après, bon, après on va aller, disons, un peu de la théorie à la pratique. C'est quand même pas, on n'est pas là dans un colloque, disons, universitaire au sens strict, avec, puis même pour les universitaires. Mais donc, je vais pas faire que de la théorie.
toute façon, je peux aussi m'en mêler les pinceaux. Donc, soyons prudents. Voilà. Mais le but, c'est pas de faire que de la théorie, c'est d'essayer de comprendre concrètement l'intérêt, on pourrait dire, théorique et politique de cette régulation coopérative, hein, ou de cette gouvernance des communs qu'a initié Öström. Voilà. Alors, voilà ce que je viens de vous expliquer par rapport à ça. Donc, je ne vais pas développer plus. Alors, sinon, on peut commencer justement à différencier. Alors, peut-être pour commencer, même si je ne l'ai pas sous les yeux, tant pis, il y a quand même trois types. Peut-être je l'ai mis plus haut, mais bon, tant pis. Je ne l'ai pas sous les yeux, mais je vais vous le dire à l'oral. En fait, il y a trois types, trois définitions différentes, au moins trois d'ailleurs, sûrement plus, mais en tout cas, du commun. Il y a le commun comme bien, hein, comme bien. Par exemple, le climat, c'est un bien public. Le commun comme propriété ou comme droit de propriété, par exemple une entreprise, c'est mon entreprise ou une coopérative. Et puis le troisième type de définition du commun, c'est le commun disons, ça c'est plutôt la vision d'Armstrong, comme ressource, mais pas ressource de bien, mais au sens de manière de coopérer, de structure de gouvernance. Voilà, structure de gouvernance. C'est ça les trois façons. Alors j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, mais bon. Voilà. Donc moi, c'est autour de la structure de gouvernance, donc la vision d'Ostrom, que je vais développer ça. Voilà. Voilà. Alors, peut-être juste oui, j'en ai quand même besoin, parce qu'en fait, quand on veut définir la régulation coopérative, on est, disons, à la frontière entre deux mondes, entre justement le monde de la propriété, des différentes formes de propriété, et le monde de la régulation des biens, donc des structures de gouvernance, hein, des structures de régulation, on pourrait dire. Voilà. Alors déjà, on peut définir trois types de propriété des moyens de production: propriété individuelle, propriété privée collective et propriété publique. Ça, c'est au niveau sociologique. Quand on essaie, par exemple, de travailler sur l'ESS, l'économie sociale et solidaire, on peut avoir une approche juridique des choses et ça ne va pas toujours coller, hein, parce que c'est pas exactement, les juristes, ils n'ont pas les mêmes critères que les sociologues ou les économistes. Et puis bon, voilà, donc il faut essayer de. Bon, souvent ça se recoupe, mais pas toujours. Alors, premier critère le plus classique, la propriété privée individuelle. Hein, les moyens de production, ça c'est l'entreprise classique. Mais alors du coup, là, dans ce cas-là, elle peut être avec un propriétaire ou un entrepreneur. Voilà. L'autre type d'ailleurs d'entreprise, ça peut être aussi donc ce serait une propriété privée partiellement collective. Cette fois-ci, c'est genre une entreprise SARL ou comment dire, une entreprise cotée en bourse, où là, on partage la propriété à plusieurs avec des actionnaires, mais tout le monde n'est pas propriétaire. Donc, il y a des salariés qui ne sont pas propriétaires. Et ça, c'est commun d'ailleurs avec les coopératives d'usagers, les coopératives de consommation, par exemple, les mutuelles d'assurance, les banques coopératives, etc. Ah, au fait, j'oublie quelque chose. Combien de temps j'ai pour parler là? Parce qu'on n'a pas dit les choses, alors que sinon ça risque d'être très. Une trentaine de minutes. Trentaine de minutes. Voilà, donc, et après échange. Comment? Et oui, après, d'accord. Je présente 30 minutes, oui. Et puis ensuite on échange. Ok. Et donc là, en fait, ça fait déjà bien 5 minutes que j'ai commencé. Hein. Oui, mais tu as encore au moins un quart d'heure. Un quart d'heure, si ça fait 5 minutes, c'est plus 30 minutes. Dites-moi juste combien de temps vous voulez, 15 minutes. T'inquiète, okay. Vas-y. Voilà, dans 15 minutes, j'arrête alors. Bon, de toute façon, je vais commencer par le plus important, je finirai par le moins important. On arrête quand. Voilà. Et donc, ça c'est voilà. Le deuxième type de système, c'est la propriété privée partiellement collective. Voilà. Et donc, dedans, dans la même catégorie, je disais, paradoxalement, on peut mettre, même si c'est pas tout à fait pareil, on verra après, les banques coopératives ou les coopératives de consommation, et avec par exemple les entreprises avec l'actionnaire, dans la mesure où dans les deux cas, c'est le point commun, il y a des différences, le point commun entre les deux, c'est que les salariés n'ont pas vraiment leur mot à dire, ou ils ont peu ou pas, et la différence, on va la voir tout de suite, c'est que c'est les usagers qui sont propriétaires dans la coopérative d'usagers, alors que dans une entreprise classique avec l'actionnaire, c'est les propriétaires qui sont pas forcément usagers, ils peuvent l'être, qui le sont. Alors, le troisième type de système, c'est la propriété privée et collective de travailleurs, donc par exemple les coopératives. Hein.
Voilà, alors c'est là qu'il y a différents types de coopératives qui sont différentes. Par exemple, les SCOP, hein, ou j'ai oublié le nom des coopératives où il y a trois, pas les ASIC, mais j'ai oublié les SKIC, voilà, où on a différents collèges, hein, qui sont déjà un peu différents. Donc là, il n'y a pas que les travailleurs. Puis même d'ailleurs, dans les coopératives de travailleurs, c'est ça la différence entre la partie sociologique et la partie juridique, c'est qu'il peut y avoir jusqu'à, je crois, 49% des propriétaires qui ne sont pas travailleurs. Donc déjà, ça commence à partir un peu. On n'est plus en tout cas dans une propriété collective de travailleurs quand il n'y a plus que 51% comment dire, qui appartient aux travailleurs. Et pourquoi c'est important cette question de propriété? C'est pas juste pour le plaisir de ça, c'est qu'en fait on se rend compte qu'en fonction du type de propriété, eh bien en fait le pouvoir de décision varie. Donc il y a une corrélation très forte entre la propriété et le pouvoir de décision, et en particulier le pouvoir de décision de ses conditions de travail et de ses revenus. Et on voit que dans les coopératives de travailleurs, les salaires vont de 1 à 5 en moyenne, parfois de 1 à 7, alors que dans les coopératives bancaires ou d'usagers, ou dans les entreprises du CAC 40, des fois ça peut aller de 1 à 500. Donc on voit tout de suite pourquoi une différence concrète de rapport entre propriété, décision et revenus. Donc, propriété collective d'usagers, comme je vous disais tout à l'heure, il y a aussi, donc, en plus des banques coopératives, on peut avoir aussi des banques, des coopératives d'usagers d'assurance, alimentaire, ou même de logement, etc. Bon, il y en a beaucoup de ce type-là. Mais dans ces coopératives-là, justement, comme je disais là, les travailleurs ont peu de choses à dire. Enfin, c'est un collège, mais ils sont pas majoritaires. Donc, en fait, ils sont majoritairement dominés. Autre type de propriété, les propriétés publiques, des moyens de production, voilà. À différencier justement des biens publics. Alors là, bon, je ne vais pas trop rentrer dans les questions théoriques, mais un bien public, par exemple, ça va être, comme je disais, le climat. C'est pas la même chose qu'une entreprise publique comme la SNCF. Voilà. Ensuite, on a. Alors là, c'est une catégorie plus que j'ai vue en fait un peu nulle part, ou alors, du moins si, peut-être que je l'ai vue quelque part, mais en tout cas pour moi, elle n'est pas très claire. S'il y en a qui veulent la critiquer ou m'aider à la compléter, je suis d'accord. C'est la propriété commune des moyens de production, à différencier d'une propriété publique, par exemple à l'État, voilà, et d'une propriété privée. Et donc, comment je la définirais? Mais bon, j'accepte les critiques. C'est propriété commune de moyens de production, est une propriété qui n'est ni privée ni publique, telle une entreprise qui serait abandonnée. Alors, généralement, quand on pense à des définitions classiques, en tout cas de Hardin, de la propriété à du bien commun et non pas la propriété commune, c'est un champ abandonné, par exemple. Tout le monde va y avoir un usage. Et quand c'est une propriété des moyens de production, voilà, c'est plus vague. En tout cas, pour moi, ça peut être ça, une entreprise abandonnée. Mais bon, voilà. Et puis ensuite, on a tout un ensemble de. Alors, il y a une dernière catégorie que j'ai pas mentionnée ici, qu'il faut que je mentionne. Enfin, je crois pas que je l'ai rédigée. Elle doit être plus. Si, c'est là. Elle est là. Elle est là. Bon, alors après. Alors, ensuite, propriété mixte. Propriété mixte, on a plusieurs types. Alors, des mélanges de propriétés publiques et privées comme Engie, La Poste, etc. Et puis des types de coopératives à propriété mixte, comme je vous disais les Storm des SKIC, où on a des fois on a par exemple le collège des travailleurs, collège des usagers et des actionnaires et des pouvoirs publics. Donc là, on a une combinaison, donc à la fois de droits et de comment dire de pouvoirs différents, donc des démocraties différentes. Voilà. Et donc dans les SKIC, effectivement, voilà. Et puis ensuite, le dernier type, celui qui nous intéresse le plus, c'est pour que vous compreniez bien les choses. Sinon, en fait, souvent la critique qui est faite, c'est certains disent les coopératives c'est la solution et d'autres disent les coopératives ça marche pas donc c'est pas la solution. Sauf qu'en fait, ce qu'il faut vraiment essayer de faire, c'est de différencier tous les types de coopératives. C'est ce que j'essaie de faire ici. Et qu'en fait, il y a des coopératives qui marchent très bien, qui sont à mon avis vraiment une décision, enfin une direction à développer, et d'autres qui marchent très peu. Et alors il y a un élément parmi les éléments, enfin les types de biens que j'ai cités, mais très vite, et je pense qu'il faut quand même redire juste une chose dessus, c'est la propriété publique, donc les entreprises publiques. Et je pense que si effectivement il faut développer, il y a deux types de coopératives qu'il faut vraiment développer en priorité. C'est les coopératives privées de travailleurs, enfin coopératives de travailleurs qui sont des propriétés collectives privées,
parce que la démocratie là est vraiment la plus forte, même si elle peut être aussi améliorée, évidemment. Parce que souvent, on vote une fois par an et puis ensuite, ça peut des fois s'arrêter là. En tout cas, on vote pour son dirigeant et les directions, la direction, les revenus, les conditions de travail, donc c'est déjà beaucoup. Et puis l'autre aussi, c'est l'entreprise publique, hein, ou les services publics, enfin tout ce qui est les organisations publiques, mais en les socialisant. Hein. Ça, c'est une proposition notamment de l'association ATTAC, c'est de socialiser, par exemple, les banques. Hein. Et donc, ça veut dire concrètement qu'elles soient démocratisées, parce que sinon, il y a des dérives fortes. Parce qu'on n'est pas dans les entreprises publiques, c'est pas, comment dire, on peut faire des choses, on peut faire aussi du n'importe quoi si on regarde par exemple l'entreprise Elf, qui était une entreprise publique et qui elle fonctionnait de façon extrêmement pyramidale. Il y avait de la corruption en France et dans les pays d'Afrique, et elle exploitait beaucoup les acteurs extérieurs. Donc bon, c'est pas entreprise publique. Tous les systèmes peuvent avoir des dérives, mais l'entreprise publique aussi. Donc il faut les démocratiser. La proposition qui était faite par certains membres d'Attac, par exemple, c'est Thomas Coutreau, par exemple, c'était d'avoir un collège tripartite avec, dans ces entreprises publiques, avec un tiers de travailleurs, donc de syndicats, un tiers de représentants de l'État et un tiers d'usagers. Voilà. Ça pourrait être ça. C'est des pistes, hein, c'est pas des choses absolues, après il faut expérimenter. Alors pour terminer avec ce qui nous intéressait, je vous disais donc le dernier type de coopérative mixte. C'était donc, on a vu, le coopérative mixte avec différents types d'acteurs, et ensuite le type de coopérative à propriété mixte qui relève en fait de coopératives de producteurs. Et c'est là-dessus, souvent, c'est ceux qui sont beaucoup critiqués aussi. Alors, on critique souvent deux types c'est les coopératives de producteurs et les coopératives d'usagers. Donc, en gros, les banques coopératives, par exemple, et puis les coopératives d'usagers. Et les coopératives de producteurs, pardon. Voilà. Alors, et du coup, en fait, c'est là que ça dépend en fait de comment ils s'organisent. En tout cas, bon, alors je vais parler d'abord d'un cas qui s'organise bien, puis après on essaiera de parler des cas qui s'organisent moins bien, et d'essayer de comprendre pourquoi en fait. Par exemple, Leclerc, à ma connaissance, c'est une coopérative de commerçants. Ils sont tous propriétaires de l'entreprise, mais ils sont organisés sous forme de coopérative. Évidemment, ils n'ont pas beaucoup de latitude par rapport à Leclerc, mais voilà. Et du coup, bon, ça fait des prix bas, mais ça, voilà, mais c'est quand même très différent d'une coopérative de travailleurs ou même d'usagers, c'est encore rien à voir. Hein, voilà. Alors, il y a un point commun, en tout cas, par exemple, avec la filière comté, ça s'appelle le comité interprofessionnel du comté ou filière AOC du fromage Le Comté. Et c'est qu'en fait, il y a différents types d'organisation dans ce système-là. Hein, voilà. Et alors, peut-être avant, je regarde le temps qui me reste. Le temps qui me reste, oui, peut-être que je pourrais. Non, mais je vais pas. C'est quand même juste de dire un mot. En fait, dans les systèmes tous ces différents systèmes, il y a quand même une autre critère très important. En fait, il y a la question quand on veut changer, en fait, si on veut changer de système, quand on parle du capitalisme et qu'on voudrait passer à un autre système qui soit le socialisme, le communisme, il y a plein de critères différents. Hein. Tout à l'heure, l'intervenante disait capitalisme, on ne sait pas trop ce que c'est. Effectivement, il y a plein de critères différents, mais il me semble que les deux critères les plus fondamentaux, c'est la question de la propriété des moyens de production et ensuite la question de la régulation, des ressources. Hein. Donc la propriété des moyens de production, on l'a vu, et l'autre critère, c'est la régulation des ressources, donc qui peut être fait autour de deux grands pôles, la régulation du marché et la planification de la production. Ça veut dire que concrètement, aujourd'hui, dans un système capitaliste, c'est essentiellement privilégier la régulation par le marché et une propriété privée des moyens de production. Dans un système qui serait éco-socialiste, autogestionnaire, par exemple, ça serait, on va prendre l'opposé complet plutôt. Un système complètement opposé serait un communisme démocratique. Ça serait, tout pourrait être planifié de façon démocratiquement et une propriété qui serait publique majoritairement. Et puis le socialisme autogestionnaire ou un éco-socialisme autogestionnaire, ce serait donc un système un peu mixte. Chacun met la limite où il veut, mais ce serait donc un marché régulé avec une planification démocratique de la production. Ça, c'est pour la partie externe. Et puis pour la partie interne, essentiellement des entreprises publiques socialisées et des coopératives de travailleurs, et non pas d'usagers, même s'il pourrait y en avoir quelques-unes. Alors ça, c'est pour l'élément. Donc du coup, dans ce qui nous concerne sur la question de la régulation, en ce qui concerne donc la régulation coopérative, justement,
c'est une combinaison de ces deux éléments, hein, la question de la production externe et de la production interne, hein, c'est ça. Donc, et aussi, on pourrait dire aussi de l'intire de la propriété des producteurs, et puis aussi de comment ils s'organisent pour redistribuer et vendre leur produits. C'est ça, en fait, les deux secteurs clés de la gouvernance des communs ou de la régulation coopérative. Alors, pourquoi est-ce qu'ils arrivent, pourquoi est-ce que les acteurs AOC Comté arrivent à avoir des prix plus intéressants? C'est qu'ils se mettent d'accord entre eux sur justement des quotas et des prix. Hein, et donc, il y a différents collèges, le collège des fromagers, le collège des distributeurs, le collège... non, je crois que je dois avoir des prix, des éléments plus précis en dessous. Hein. Et c'est une organisation d'ailleurs qui existe depuis le XIIIe siècle. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles c'est un peu différent. L'AOC, c'est 58, et ensuite il y a 63, enfin il y a toute une histoire un peu juridique, hein, et derrière tout ça. Bon, j'ai pas trop le temps de développer. Alors, on a donc plusieurs collèges, collège des producteurs de lait, collège des transformateurs, collège premier et second transformateur, et puis collège des affineurs ou conditionneurs. Et sans doute qu'il y a peut-être même un troisième collège, mais qui est celui des distributeurs, parce que je sais que dedans, il y a aussi des distributeurs qui sont inclus, même des gros distributeurs. Donc, c'est ça, en fait, les différents collèges. Donc, bon, déjà, ils ont un premier niveau de décision, donc c'est comme une fédération, hein, on part d'en bas, puis on monte. Et donc, ils ont un premier niveau de décision à la base, puis ensuite, quand ils se mettent d'accord entre eux, ils négocient. Donc, évidemment, c'est des rapports de force entre eux. Et là, ils ont réussi à ce que, en tout cas, après ce que j'ai pu comprendre, il faut toujours aller vérifier 3 ou 4 fois ses sources, mais à ce que, justement, chacun y trouve un minimum d'intérêt. Et puis, en tout cas, à la fin, ils ont un prix sur le marché qui est plus élevé que les autres. Alors, je vais essayer de vous trouver la différence de prix. Je l'ai noté ici, parce que non, je ne l'ai pas noté ici. En tout cas, il est plus élevé. Je crois que c'est autour de 15%, 15-20% au-dessus des autres. Alors, c'est ça l'intérêt. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, ça c'est quand même une chose un peu comment dire, un peu mystérieux quand même pour moi. Mais j'ai différentes... c'est qu'en fait, il y a d'autres types de coopératives agricoles qui... alors, je vais vous donner les noms mais il faut que j'aille retrouver parce que là, j'ai un peu improvisé ce matin, comment dire, il y a d'autres types de collèges coopératives qui aboutissent à des résultats beaucoup moins intéressants. Bon, alors du coup, j'ai pas trop le temps, alors je vais laisser tomber. Mais si, là, je les ai sous la main, alors je vais vous les lire, ce sera quand même plus parlant. Et je peux pas vous les montrer, mais c'est pas grave. Hein. Et donc, il y a un article, par exemple, que j'avais trouvé notamment sur Bastamag mais il ne faut pas trop la différence, c'est la limite un peu journalistique entre les différents types de coopératives. Et il nous montre par exemple que différents produits sont vendus sous forme de groupes coopératifs. Alors on a des gros groupes coopératifs agricoles comme Sodial qui vend le fromage Cœur de Lion, Candia, Yoplait, vous voyez, c'est quand même des grosses choses. Ou Régilet, c'est le groupe Terrena. Ou Paysans Bretons, le groupe Eureden, et aussi la marque Dossi, enfin, il y en a plein comme ça, Brossard, Limagrin. Voilà. Et là par contre, dans ces cas-là, c'est pas du tout, ça fonctionne pas bien. Et la question, c'est pourquoi. Donc, je vais donner quelques réponses. Puis là, comme j'aurai atteint 15 minutes, vous m'arrêterez quand vous en aurez marre. Mais parmi les hypothèses, c'est que justement, en fait, c'est que ils sont, disons, il y a déjà moins de différences de nature. Alors déjà, peut-être qu'il faut que je redise aussi, qui est quand même quelque chose d'important, que dans cette gouvernance coopérative où ils arrivent à réguler il y a des acteurs très différents. Il y en a qui sont des coopératives de travailleurs, il y en a c'est des coopératives d'usagers, d'autres c'est des petits entrepreneurs, parfois c'est des grosses entreprises. Donc on a vraiment des choses très, très différentes, hein, très différentes entre... voilà. Et donc alors, les différentes hypothèses, en tout cas pour expliquer ces différences, alors il faudrait que je retrouve ce que j'avais écrit, je crois que je l'ai écrit ici. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran là où j'ai écrit comment expliquer la régulation coopérative? Mais je ne suis pas sûr. Sinon, il faut que je... Bon, c'est pas grave, je vais vous le lire. Hein.
Alors, comment expliquer les différences? En fait, j'ai plusieurs hypothèses, mais bon, ça, c'est vraiment que des hypothèses, parce que j'en suis un peu à défricher. C'est peut-être moins de différence de taille, hein, dans la type de coopérative de producteurs. Peut-être qu'elles sont plus petites entre celles à compter et les autres, mais bon, il faudrait voir. Ensuite, peut-être moins de différence de nature entre les coopérateurs, hein. Ça, c'est peut-être aussi une différence aussi entre les éléments. Une protection, peut-être aussi parce qu'il y a un AOP et que ce n'est pas forcément le cas dans les autres types de, de coopératives de production. Mais je sais que dans le fromage, il y en a qui ont des AOP qui s'en sortent mal parce que justement, ils ne sont pas organisés en coopérative. Alors peut-être c'est ça le croisement entre les deux, avoir à la fois une AOP mais une coopérative, peut-être que ce serait ça le producteur. Peut-être aussi une meilleure organisation de rapport de force des plus faibles, car ils sont mieux organisés au sein des collèges, hein. Ça peut être une des pistes. Parce qu'il y a des collèges, et je ne suis pas sûr que dans toutes les coopératives d'agriculture, il y a des collèges. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'à la fin, c'est comme dans les coopératives d'usagers, c'est le directeur qui prend la main, donc le salarié directeur, ou les experts, hein, ou dans la finance, que c'est très compliqué, il y a du marketing, tout ça, et les petits paysans, ils n'arrivent plus à suivre, alors ils disent, bah ok, on suit, et du coup, ils sont un peu comme les paysans tout seuls, en fait. Ils se font essorer par les plus gros. Et puis peut-être aussi, alors dernière hypothèse, que les coopératives, l'AOP Comté s'en sort mieux parce qu'elle est centrée sur, un seul produit, hein, ils vendent que du comté. Alors dans les autres, il y a plus de produits, donc il peut y avoir plus de concurrence aussi entre les producteurs. Voilà, c'est un peu ça, les différences fondamentales que je pense qu'il peut exister entre les coopératives de production qui fonctionnent bien et celles qui ne fonctionnent pas bien. Et pour terminer, en fait, voilà, parce que sinon, ça, je préfère finalement qu'on discute. En fait, voilà, ça, c'est ce que je vous expliquais, j'aurais pu revenir, mais bon, je manque de temps, si vous voulez, je reviendrai tout à l'heure. Les différents critères d'une structure de gouvernance chez Ostrom, mais bon, c'est un peu abstrait et un peu compliqué. Ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que voilà, c'est pas la même chose d'une structure de gouvernance coopérative, où on organise la production à l'extérieur, qu'un commun comme propriété ou comme bien, hein, les quatre types classiques chez les biens publics, les biens communs, les biens privés et les biens clubs. Voilà, ça peut être, c'est différent. Alors attendez, non, là, c'est là que j'ai fait l'erreur, justement. Il y a les biens que je viens de vous expliquer, biens privés, biens publics, biens clubs, ça c'est des biens. Comme par exemple le bien public, c'est un climat, mais c'est pas la même chose qu'une propriété. Ça peut être pareil, mais c'est pas toujours pareil, ça dépend des moments, ça se recoupe en partie, comme une propriété privée des moyens de production. Voilà. Et donc voilà, c'est ça qu'il faut essayer de différencier dans l'histoire des communs, donc c'est pas toujours évident. Et donc moi, ce que j'ai développé, c'est surtout la question du commun comme structure de gouvernance, et qui est à mon avis une des pistes à développer, mais qui est quand même quelque chose de dur à manier, parce qu'on voit que parfois ça se retourne contre, enfin disons, c'est pas plus efficace qu'ailleurs. Il faut vraiment trouver les critères pour que ça soit bénéfique plutôt que maléfique. Voilà, mais je vais m'arrêter là et puis pouvoir discuter avec ceux qui veulent. Ok, merci beaucoup. Normalement, je vais proposer à Fabien de venir un petit peu jouer les discutants. Et pour démarrer, je vais donner la parole à Gérald qui avait demandé, qui souhaitait intervenir. Vas-y, Gérald. Oui, Thierry, bonjour. Bonjour. Comme tu sais, hier soir, il y avait une émission sur France 5 qui s'appelle Si le comté m'était compté. Donc, Oui. ça a quelques rapports avec l'intervention que tu viens de faire. Et ma question va porter sur des choses tout à fait pratiques, encore que, mais pas du tout sur le développement théorique que tu viens de faire. En tant que féministe, je soutiens la coopérative du comté. Je la soutiens, mais je la soutiendrai beaucoup si étaient pris en compte tous les aspects environnementaux et donc de pollution qui, semble-t-il, ne sont pas traités, pas pris en compte de façon complète par cette coopérative. Ça concerne en particulier les effluents du traitement du comté. Donc, est-ce que tu as là-dessus des observations concrètes? Tu sais déjà la nature de cette gêne environnementale, et est-ce que tu sais si la coopérative prend ça à bras le corps et de quelle façon? Et là, si c'était pris en compte, effectivement, je serais un très grand soutien de la coopérative du comté. Merci pour ta réponse. Oui, ben en fait, c'est un sujet qui est abordé beaucoup par les écologistes locaux, plus sous l'angle écologique que sous les vertus de la coopération, de la régulation coopérative.
Et en un mot, pourquoi ça pollue? C'est parce qu'en fait, il y a beaucoup de vaches au kilomètre carré, hein, puis ça augmente encore, puisque évidemment, comme la concurrence et la volonté de produire, etc., ça augmente encore. C'est la première raison, un peu comme enfin, voilà, aussi en Bretagne avec les élevages porcins. C'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'il y a des, comment dire, le terrain, c'est calcaire, et donc il y a beaucoup de, comment dire, de, c'est très poreux, hein, l'eau traverse très facilement, donc en l'occurrence, bah, les fumiers et tout ce qui est, ça traverse. Et puis la troisième raison, c'est effectivement que leur priorité, c'est produire avant même enfin, de polluer ou pas de polluer, parce qu'il faut effectivement qu'ils vivent. Et donc la solution qui avait été proposée par certains agriculteurs, il y a eu un débat justement cet été là, dans le Jura entre un écologiste vert et puis quelqu'un du membre de l'AOC Comté. Et en fait, c'était de dire, nous on est d'accord, on est conscient de ça, on va essayer de faire des progrès, mais il faut changer le système globalement, parce qu'en fait, si pour pouvoir, disons, protéger la nature, il faut que les prix soient corrects. Et pour que les prix soient corrects, il faut réguler les prix au niveau local, national et mondial. Hein. Et donc, tant que les prix ne seront pas régulés, bah, nous, il faut un minimum de rentabilité, de productivité pour qu'on soit concurrentiel. Voilà, donc, en fait, eux, ils peuvent faire un petit peu d'efforts, en faisant un peu attention, mais que ça ne pourrait être vraiment régulé à long terme que s'il y a une régulation des prix voilà, au niveau minimum national, voire mondial, parce que sinon, bah, ils coulent. Hein. S'ils sont que écolos, mais pas producteurs, voilà, ils vont pas y arriver, en tout cas, dans leur domaine. C'était leur discours. Peut-être que parce que déjà, c'est pas non plus des grosses structures, mais c'est plutôt une accumulation de petites fermes à droite et à gauche qui crée ça. Voilà, c'est ça là. Mais La réponse. inversement, le problème, c'est que si cet aspect écologique n'est pas pris en compte, euh, je veux dire, ça peut pas être enfin, si on pense les problèmes de la transition et de la propriété des moyens de production, si on prend pas aujourd'hui en compte cet aspect-là, ça peut pas coller pour aller vers une transition, quel que soit son qualificatif, communiste ou autre. C'est bien ça le problème de base, à la fois pratique et théorique qui est posé. C'est pour ça que moi, enfin, je défends beaucoup l'idée d'une relocalisation, en l'occurrence de la production, à la fois pour des raisons économiques, de gouvernance locale, hein, des raisons démocratiques, des raisons écologiques, des raisons sociales, économiques, enfin, à tous les niveaux, réaliser les choses. Mais quand on relocalise, c'est bien. Mais bah, par exemple, sous forme de fédération ou de fédération de producteurs, de coopératives de producteurs, par exemple. Mais aussi, pour que ça puisse fonctionner, que ce ne soit pas non seulement à la fois égoïste mais antiproductif ou nationaliste, c'est qu'il faut à la fois qu'il y ait une fédération, une régulation mondiale en parallèle. Hein. En gros, qu'on organise mondialement la relocalisation. C'est ça le paradoxe. Parce que sinon ça peut devenir. Enfin, imaginons qu'un petit producteur décide tout seul de le faire dans son coin, il relocalise tout court, mais il n'est pas forcément. Et qu'il mette en œuvre toutes ces normes. Bah, il peut très bien il peut ne pas résister. D'ailleurs, si les producteurs de lait en Franche-Comté résistent, c'est parce qu'ils sont organisés à plusieurs. C'est une régulation locale, à plus large échelle que uniquement une ferme. Ça, il faut se unir. Voilà. Oui, bonjour. J'aurais deux questions. En fait, une toute petite question, une question un tout petit peu plus grosse. Et la première, c'est une question de nature rhétorique, typologique, à savoir, j'aimerais que tu développes un petit peu sur la distinction que tu as fait entre propriété commune et propriété collective. Je n'ai pas très bien saisi. J'aimerais savoir ça en quoi cette distinction-là, qu'elle peut avoir des répercussions et quelles sont ces répercussions-là. Et puis, la deuxième question un petit peu plus grosse que j'ai, c'est sur l'articulation micro-macro, en quelque sorte, comment s'organise une société avec des propriétés collectives ou communes à une échelle plus globale, à savoir, est-ce qu'on est dans une confrontation avec les propriétés privées capitalistes standards et dans le cas où une confrontation, bah, comment se passe comment est organisée, comment est structurée la concurrence entre les deux ou alors, est-ce qu'il est nécessaire que, je parle des scopes, hein, les scopes quand elles sont en concurrence avec les entreprises privées capitalistes, c'est extrêmement complexe. Et puis, autrement dit, est-ce que les choses s'articulent par le bas ou par le haut?
Est-ce qu'il y aurait une coopérative de coopératives ou alors est-ce que chaque coopérative, chaque propriété collective pourrait s'organiser individuellement sous forme de concurrence? Voilà, à grands traits, peut-être c'est pas super clair, mais à grands traits, les questions, j'espère qu'elles soient du moins suffisamment claires pour que tu puisses voir un petit peu ce que j'entends. Je vais commencer par celle qui est plus. C'est la dernière. En fait, la question que tu poses, c'est pas tellement en termes de la question de entre la dernière question. C'est pas la question de la propriété, mais c'est plutôt la question de la régulation internationale de la production et des normes entre producteurs. C'est ça, en fait, la question. Je crois, oui. Ouais. Mais je t'ai perdu, là, je te vois plus. Oui, oui. Ah, Ah, tu ça y est, c'est m'entends au bon. moins ou pas? Ça y est, ouais. Ça y est, Ouais. je t'entends, je te vois. Voilà. Donc, en fait, ce que je disais tout à l'heure, je l'ai dit un peu vite, mais je peux revenir dessus parce que c'est vrai que c'est important. Bon, c'est pas trop. Enfin, si, c'est une partie du sujet quand même. Si, c'est une partie du sujet. Là je partais d'une étude de cas concrète. Les petites coopératives enfin petites, ils sont quand même ils sont plus d'une centaine dedans, on prend dans le comté. Je crois qu'ils sont, ouais, enfin, plus d'une centaine. Et donc, c'est pas si petit que ça, puisque eux-mêmes, des fois, certains ont des salariés, etc. Donc, ça, c'est une coopérative de producteurs. Mais là, la question que tu poses, c'est presque au niveau mondial, comment on pourrait s'organiser, si j'ai bien compris. C'est ça un peu la question, ou au niveau même national. C'est plus, en fait, c'est plus théorique que pratique, hein. La question, c'est voilà, comment est-ce qu'on articule pour faire que les coopératives entre elles puissent se coordonner et d'une part, et d'autre part, comment elles font pour se confronter aux entreprises capitalistes Ouais, c'est classiques. ça. Ouais, Ouais. ok. On peut- Et ben en fait, disons, pour moi, il y a trois visions en fait. Il y a aujourd'hui, comment on fait pour les faire vivre dans le système capitaliste, ça c'est une question. Et pour commencer à faire plus simple déjà, avant de commencer à faire la transition, en fait, c'est dans quelle direction on va aller, dans un système un peu idéal, à quoi ça ressemblerait. Donc en fait, et du coup, il y a en gros, on pourrait dire une régulation internationale du travail capitaliste, communiste ou socialiste. Puis après, il y a encore des variantes. Mais bon, là, j'ai déjà fait une intervention là-dessus auparavant, mais enfin avec l'espace Marx, mais voilà, je ne vais pas avoir le temps de rentrer dans le détail, mais enfin, on va faire simple. En fait, dans des systèmes, ce qui semblerait à mon avis le meilleur système, c'est un système qui combine ce que je disais tout à l'heure, à la fois un peu de liberté et un peu d'ordre égalitaire. Il y a un peu trois principes souvent pour organiser, disons, tout ça, c'est la puissance de l'ordre, la liberté et l'égalité. Et donc, il faut un équilibre entre ces trois, pour dire d'ailleurs que la démocratie, c'est l'ordre de l'égale liberté. Et ça veut dire que s'il y a trop de liberté, c'est la loi du marché. Alors, voilà, donc c'est le marché pur, c'est la vision un peu capitaliste, d'ailleurs, elle n'est même pas complètement, c'est même pas le marché pur, mais enfin, en tout cas, c'est dans cette direction qu'ils veulent, avec la liberté, en tout cas, la liberté pure du marché. Ce serait beaucoup ce que certains aimeraient, surtout les narco-capitalistes, enfin, bon, voilà, on ne va pas entrer dans les détails. Ensuite, l'autre modèle, c'est la planification. La planification est démocratique, donc ça veut dire que là, les coopératives s'organisent entre elles, au niveau du local au mondial. À mon avis, ça peut prendre les coopératives entre elles, parce qu'il faut aussi que dans une fédération, on va dire, de la production, en fait, on pourrait dire l'OMC, par exemple, un nouvel OMC, un OMC démocratisé. Là, en l'occurrence, les coopératives ne sont pas présentes, c'est que les États. Il faudrait justement un double collège. Il faudrait, un peu comme c'est d'ailleurs à l'Organisation internationale du travail, où on a trois collèges. Mais bon, voilà. En tout cas, pour l'OMC, il faudrait par exemple, si on l'appelle comme ça, évidemment, c'est mal vu, mais il faudrait créer donc une organisation mondiale du commerce, socialiste, par exemple, et où il y aurait donc à la fois les entreprises, donc des coopératives de préférence, coopératives, voilà. Ensuite, donc, une fédération des entreprises économiques, mais aussi une fédération des représentants des États, parce qu'on ne peut pas laisser les acteurs économiques tout court, ils sont pas, je pense qu'ils les représentants des États dans un système démocratique, ils sont élus, donc il faut qu'ils soient présents. Ça, à mon avis, ça devrait suffire. Après, on peut se poser la question des usagers, mais je pense que ce n'est pas tellement utile, puisqu'en fait, je pense, mais moi, à discuter, qu'en fait, les usagers, ils sont censés être représentés et par les États qu'ils ont élus. Mais bon, pour ajouter les usagers si on veut. Ça complique un peu les choses, un peu comme dans la socialisation des entreprises. Voilà, donc voilà, ça c'est pour les différents acteurs, trois types d'acteurs qu'il faudrait utiliser, enfin qu'il faudrait qu'ils soient présents.
Et du coup, et après, comment agir? Ils agiraient de trois façons. D'un côté, avec une planification démocratique. Hein, donc là, ça peut être très long. S'il n'y avait que ça, on arriverait dans un système communiste, au sens où il n'y a plus de marché du tout. Donc c'est beaucoup plus c'est organisé, mais c'est très lent. Hein. Par exemple, si produire des chaussettes dans un système comme ça peut prendre 10 ans de négociation entre eux, donc ça peut être très long, surtout la trame de chaussettes et la couleur des chaussettes, il faut pouvoir les discuter collectivement, démocratiquement, ça peut être très 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 long. Donc c'est pas adapté aux besoins. Bon, les chaussettes, on peut s'en passer, mais quand c'est manger, c'est difficile. C'est pour ça que je suis plus, désolé pour certains, je suis plus socialiste que communiste, même si évidemment on peut partir dans les travers, parce que là on est entre les deux. Et puis à l'inverse, donc on doit garder un marché régulé, mais aussi régulé démocratiquement, etc. Voilà, donc une combinaison entre planification et marché, un peu comme ça s'est fait quand même dans beaucoup de pays pendant longtemps, hein, même en Occident, où il y avait les deux. Bon, maintenant, on a un nouveau commissariat au plan avec Macron, mais bon, ça reste plus de la communication qu'autre chose. Voilà, je crois que j'ai à peu près 10 pour ça. Alors, c'est déjà trop long. Bon, parce que c'était un peu compliqué quand même comme sujet. Et puis sinon, l'autre sujet, différencier propriété commune et propriété collective. En fait, au début, là, j'ai pas les idées très finalisées, c'est aussi, mais on est quand même parlé, peut-être qu'il y a des gens qui pourraient m'aider, en l'occurrence, à réfléchir. Au début, je me suis dit, non, c'est pareil. Effectivement, en propriété collective, je prends un exemple concret, là, je n'ai pas le tableau sous les yeux, mais ceux qui le connaissent, quand on différencie les différents types de biens, chez Ostrom, on a le bien club. Le bien club, c'est par exemple une coopérative, ça peut être un bien club. Et bon, là, il faut que je dise de tête, j'ai plus trop les idées en tête, mais enfin, en gros, c'est qu'est-ce qui caractérise le bien club dans cette définition classique des biens communs, c'est qu'il est appropriable. Alors là, je dis ça, mais sans avoir le tableau sous les yeux, je risque de dire des bêtises. Donc, en tout cas, il est appropriable, hein, mais il peut y avoir justement je ne sais plus de tête. Il faut que j'ai le tableau parce que sinon je vais m'embrouiller les pinceaux. En tout cas, une coopérative, voilà, c'est un exemple de propriété collective. C'est différent du bien commun, justement, dans la mesure où dans mon souvenir, justement, il est approprié. Hein, il est approprié. Mais le mieux, c'est que pour répondre à la question, je pense que ce serait mieux que j'y réponde encore après, que je reprenne le tableau. Sinon, je vais même m'embrouiller les pinceaux. C'est justement des questions un peu trop théoriques. Mais voilà. En tout cas, c'est le début de réponse. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller récupérer le tableau et puis que je reviendrai dessus. Mais tu peux déjà me faire un premier type de réponse, si tu veux, par rapport à ça, par rapport à ce que je t'ai dit. C'est bon, vous m'entendez là? Oui, je vois que personne me... Oui. Alors, non, moi, c'est une question. Comment c'est un peu reformuler d'ailleurs un peu la question de Fabien. Comment toi tu perçois l'articulation entre comment tu vois l'appropriation sociale des moyens. C'est Michel qui me parle là, c'est ça? Non, c'est Dominique. C'est Dominique, ouais. Ok, ouais. Il n'y a pas d'image, c'est pour ça que je dis ça. D'accord. T'inquiète. Le téléphone. Oui, comment tu vois, à partir de cette schématisation que tu as faite des différents systèmes de propriété, comment tu articules, comment tu vois l'appropriation sociale des moyens de production? Est-ce que la coopérative, c'est l'exemple typique de l'appropriation sociale des moyens de production, ou est-ce qu'on doit inventer de nouvelles formes de propriété qui nous permettent d'échapper, je dirais, à l'étatisation? Parce que pour moi, il y a une différence entre étatisation, propriété sociale. Voilà. Alors, à quel niveau tu situes, je dirais, ton travail et ton intervention? En fait, puis du coup, je continuerai enfin, ça prolonge la question précédente, donc je continuerai un peu de répondre, puis là, du coup, j'ai sous les yeux le tableau, ce sera plus facile. Je peux essayer d'ailleurs de vous le mettre, je vais essayer de vous le partager, parce que du coup, là, on rentre sur la question qui m'a été posée d'ailleurs, c'est une question très théorique, donc déjà pas évidente, mais en plus, justement, comme c'est pas quelque chose dont je suis, comment dire, certain, ou j'ai pas achevé ma réflexion, c'est plus compliqué. Et pour
pour répondre à ce que tu disais, c'est qu'en fait, je pense que le système, enfin, pour moi en tout cas, les deux systèmes les plus adaptés aujourd'hui, c'est comment dire, c'est les coopératives de travailleurs, hein, et parce que justement, tous les gens sont propriétaires et donc décideurs, et donc là, on peut vraiment avoir une égalité, et la différence, c'est que justement, les salaires vont de 1 à 5 dans ces coopératives, alors que dans les autres, ce n'est pas le cas. Hein. Les coopératives d'usagers, c'est pas les de 1 à 500, par exemple, le Crédit Mutuel, c'est une coopérative d'usagers, les banques coopératives, par exemple, voilà, ou le Crédit Agricole, la Banque Populaire, c'est des banques coopératives, donc des banques coopératives d'usagers. Donc voilà, le modèle entre les... Alors, donc c'est plutôt ça, les gens. La vraie démocratie dans une entreprise, je pense, ça passe vraiment par une banque coopérative, par une coopérative, comment dire, de travailleurs. Et l'autre type, c'est justement, ce que je disais tout à l'heure, c'est des coopératives, des entreprises publiques socialisées. Hein. Puisqu'en fait, quand une coopérative devient très grosse, imaginons le comté, enfin, c'est pas très important le comté, mais quand elle devient très grosse, en tout cas, elle acquiert beaucoup de puissance. Hein. Et si elle devient donc. Alors, il n'y a pas trop d'exemples de coopératives qui deviennent extrêmement puissantes, à part un peu Mondragon. Encore, c'est pas une coopérative de travailleurs, c'est une coopérative de producteurs. Hein, qui devient, qui était justement en Espagne, qui était donc la 7e plus grosse entreprise d'Espagne. Et ben, bon, là, justement, il y avait des conflits entre différents types de. Parfois, ils pouvaient être assez prédateurs, comme on l'a vu, je crois qu'ils ont racheté Brandt, je crois, ou enfin, en tout cas des entreprises françaises. Et puis parfois, ils sont au contraire très démocratiques, parce qu'ils sont en conflit entre deux modèles, disons, entre le modèle de la coopérative classique et puis la coopérative de travailleurs et puis la coopérative de producteurs, où justement, des fois, c'est pas la même chose qui se joue. Et donc, c'est pour ça que je disais qu'en fait, entreprise socialisée, c'est l'autre type d'entreprise qu'il faut développer, puisque une coopérative, quand elle devient trop puissante, elle peut servir ses intérêts. Une coopérative privée, elle sert ses intérêts. Hein, et surtout quand elle a un monopole. Hein. Donc c'est le pire du système, c'est une entreprise privée qui a un monopole. Hein. Et donc, pour prendre exemple, il y a plein d'exemples, mais en ce moment, par exemple, c'est Facebook qui devrait devenir, puisque c'est utilisé par beaucoup de gens que ça devient utilisé, qui devrait devenir une entreprise publique démocratisée, mondiale, par exemple. Et non pas une entreprise. Donc, même si c'est une coopérative privée, qu'elle grossit, elle peut devenir, comment dire, ça peut devenir, comment dire, ça peut devenir, ça peut être contre l'intérêt collectif. D'où l'intérêt à un moment donné de la socialiser. Et puis pour essayer de répondre à tout à l'heure, ce que je disais, bon, ça va pas être très facile pour autant, mais en fait, là vous voyez du coup vous voyez le tableau que j'ai mis sous les yeux, vous l'avez en partage d'écran. Oui, oui. Voilà. Donc bon, souvent donc on confond bien commun et propriété commune, c'est pas toujours la même chose. Et ensuite, quand je parlais des coopératives, les coopératives, en fait, plutôt que de bien club, qui est pas toujours, certains parlent de bien club, mais d'autres parlent de biens communs non rivaux, ou de biens collectifs privés, ou de biens clubs. Voilà. Comme par exemple, une coopérative de travailleurs. Voilà. Alors, ce qui différencie les 4 critères, bon, je pense que certains reviendront là-dessus, mais bon, puisqu'on va poser la question, j'en parle. C'est la question de rivalité, non-rivalité, exclusif, non-exclusif. Donc, vous voyez, c'est vite très théorique. Pour comprendre les choses, il faut prendre des exemples. Mais bon, pour rester, voilà, l'exemple du climat. Un bien commun non rivaux, l'exemple d'une coopérative ou d'un cinéma. Bien commun tout court, l'exemple d'un pâturage où il y a une compétition pour l'herbe. Et l'exemple de bien privé, l'exemple d'une brique de jus d'orange. Si moi j'en bois, eh bien vous ne pourrez pas boire tout ce que j'ai. Voilà. Donc il y a la question de l'exclusivité qui est l'appropriation. Mais bon, il faudrait aller lentement pour que vous compreniez. Ceux qui ne connaissent pas, ceux qui connaissent, ça les ennuie, qu'ils connaissent tout, puis ceux qui ne connaissent pas, ils ne vont pas comprendre. Mais juste pour terminer sur l'histoire de la propriété commune et collective, propriété commune, du coup, co-collective, c'est l'histoire de la coopérative, donc elle serait appropriée et non rivale. Mais si c'est un bien commun, donc une propriété commune, à ce moment-là, elle est non appropriée et non rivale. Et ça veut dire concrètement que si on prend l'exemple d'un moulin abandonné, c'est un moyen de production qui est non approprié puisqu'il est pas, comment dire, il n'a plus personne parce qu'il est abandonné. Hein, mais donc tout le monde peut l'utiliser si on veut. Et non rival, mais par contre, il y a quand même une certaine. Alors c'est là que ça devient un peu plus compliqué et théorique, c'est que concrètement, est-ce qu'il y a dans un moulin abandonné qu'on aurait besoin de faire tourner donc il est non approprié, ça c'est sûr. Est-ce qu'il est non rival pas complètement, parce que si tout le monde se met à l'utiliser, on va manquer de temps, donc on ne pourra pas justement on pourra pas vraiment, comment dire,
tout le monde ne pourra pas utiliser le moulin. Donc, du coup, ça serait une propriété commune, hein, puisqu'il y a une rivalité. Alors que dans une coopérative, si vous êtes dans votre coopérative à vous, ben, en fait, plus vous utilisez votre coopérative, plus elle fonctionne et il n'y a pas de rivalité. Ce serait ça l'idée, la différenciation théorique pour le copain d'avant que je connais, mais j'ai oublié son nom. Voilà. Ok, S'il n'est pas d'accord, il peut revenir parce que ça m'intéresse qu'il me donne son avis, parce qu'il n'a pas fait de retour. Mais, voilà. Tu souhaites compléter éventuellement ou sinon on va passer à l'intervention suivante. Ok, merci Thierry donc, pour tous ces éléments de réflexion. Merci. Et donc à très bientôt. Et donc je vais suspendre ou arrêter